Certains, en lisant le titre de la vidéo, pourront penser qu'il est scandaleux d'analyser, de propager en un sens la pensée d'un homme, d'un penseur, d'un intellectuel tel que Carl Schmitt. En effet, Carl Schmitt a été du côté du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui en fait un penseur compliqué, un penseur délicat, notamment lorsqu'il s'agit de penser la politique avec lui. Pourtant, je pense qu'il y a des idées qu'on devrait entendre avant de les condamner. C'est le principe même du débat. En l'occurrence, Carl Schmitt est un penseur qui a proposé une définition assez originale, à certains aspects éclairante, de la politique. Et je vous propose aujourd'hui de bien comprendre ce que c'est que la politique et d'avoir une définition claire et simple qui vous permettra de mieux comprendre l'enjeu dans n'importe quel débat dès qu'il s'agit de politique. L'humain est un être vulnérable. Il a besoin d'être protégé. Nous sommes des animaux et on est face à des dangers, séismes, tremblements de terre, maladies, insectes, animaux. Toutes les possibilités qu'on a de mourir sont immenses. Et la méthode la plus évidente, la plus facile qu'a trouvé un humain pour se protéger, eh bien, c'est de s'associer avec les autres. Autrui peut me protéger. Si je suis seul contre une menace animale, une menace géologique, une menace sanitaire, ma situation pourrait être délicate. Si je me retrouve, par contre, à 10, à 100, à 1000 contre ces mêmes menaces, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. Si je me retrouve avec 100 personnes et parmi ces 100 personnes, il y a un médecin qui connaît le remède à ma maladie, eh bien, je saurai m'en sortir. Si j'ai 1000 personnes qui pourront m'aider, certains pourront peut-être prévoir la menace géologique et donc ça pourra me sauver la vie. Et moi-même, peut-être que je pourrais, avec mes compétences, contribuer à la protection d'autrui. C'est pourquoi on crée des groupes, c'est pour garantir notre sécurité. Les humains s'associent en groupes, plus ou moins grands, afin d'augmenter leurs chances de survie. Le problème du groupe, c'est qu'il est fait d'humains. Or, parce qu'il est fait d'humains, le groupe est toujours vulnérable. La force du groupe, c'est ce qui fait en même temps sa faiblesse. Il est toujours facile de désunir un groupe. Le groupe risque toujours sa scission, sa rupture. Mettre les humains en face les uns des autres. Il y a toujours un individu qui pourra penser autrement, qui pourra rallier certains membres du groupe avec lui, et donc créer un groupe, faire des divisions au sein du groupe. Et à partir du moment où on fait des divisions au sein des groupes, eh bien, les groupes risquent non pas de vouloir se protéger, mais d'aller en guerre contre les autres groupes, d'aller les conquérir, d'aller les dominer, puisque certains membres du groupe originel ont déjà été conquis, pourquoi pas le reste, pourquoi pas les autres? Parce que je suis français ou allemand, eh bien je risque de devoir donner ma vie pour la patrie, pour la nation, pour le groupe. Et parce que je suis français, les Allemands risquent de ne pas m'aimer et de vouloir me faire la guerre. Et je peux attaquer le groupe d'en face, les Allemands, pour la même raison, parce que je ne les aime pas, parce qu'ils ne respectent pas mes principes, ou parce qu'ils attaquent mon groupe. Donc, à partir du moment où on est humain et qu'on vit en groupe, on est dans un risque permanent de guerre. Un risque de guerre qui vient des autres groupes, qui vient à l'intérieur du groupe même. La politique, c'est une des solutions qui a été donnée, une des solutions possibles au problème de ces dissensions de groupe, au problème de ces guerres entre les groupes. La politique, on la définit généralement comme l'organisation du pouvoir sur un territoire donné. La politique, c'est en fait tout ce qui est relatif à l'organisation du pouvoir. Ça peut être une cité, un État. La politique, c'est comment le pouvoir est organisé ou comment le pouvoir s'organise. Donc c'est la gestion, c'est l'usage du pouvoir sur un territoire donné. En général, ce qui s'occupe de ce pouvoir, c'est une institution précise, un organisme. Organisme, institution, ce sont des rassemblements d'individus sous une même volonté. Donc on a par exemple un État. Un État, c'est un exemple d'un organisme ou d'une institution qui va s'occuper de gérer le pouvoir. Une cité également, une république, une monarchie. C'est la définition classique de la politique, mais c'est une définition qui pose problème. C'est une définition qui pose problème parce qu'elle rend la politique dépendante d'une organisation, d'un système de société, d'une institution. S'il n'y a pas d'État, on n'aurait pas de politique. Sans assemblée, sans cité, il n'y aurait pas de politique. Or, on peut tout à fait avoir de la politique et pas d'État. Si je prends par exemple un chef de tribu ou les sociétés lignagères,
sont les sociétés où les conflits sont réglés par les aînés. Eh bien, on n'a pas forcément d'État, on n'a pas forcément de grand appareil administratif qui gère les conflits, mais on a des individus qui gèrent les conflits entre eux. Et on a bien ici une forme de conflit. Et on a bien ici des groupes. Donc par exemple, le groupe d'une famille A contre le groupe d'une famille B, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge qui est payé, il n'y a pas de juge fonctionnaire qui est payé par l'État pour gérer le conflit. Non, le conflit se gère entre les deux. Et il faut bien donc gérer le pouvoir, réussir à promouvoir ses idées ou réussir à bien se défendre contre cet autre groupe. Et donc on a bien ici le cas d'une politique. La politique a donc des formes variables qui ne se réduisent pas à des institutions. Deux conséquences de cette idée-là. L'État, d'abord, c'est une forme de pouvoir qui est bien déterminée et qui n'existe pas dans toutes les sociétés. C'est une forme d'organisation qui, en général, est utilisée lorsqu'on a un groupe qui est très très grand. En général, plusieurs millions d'individus, et bien là, c'est pertinent d'utiliser un État. Deuxième chose, c'est que pour bien définir la politique, on ne peut pas la rabattre seulement sur la notion de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on a du pouvoir qu'on fait de la politique. Par exemple, j'ai le pouvoir de chanter, ce n'est pas de la politique. Ça dépend de ma capacité physiologique, ça dépend de ma capacité vocale, mais ce n'est pas de la politique. A l'inverse non plus, il ne faut pas non plus rabattre la politique sur forcément le conflit. On peut avoir plein de conflits, mais sans forcément qu'ils soient politiques ou politisés. Je peux avoir un conflit simplement entre moi et mon frère, eh bien, il n'y aura pas forcément d'enjeu politique à l'intérieur de ce conflit. Ça peut être simplement un conflit entre lui et moi sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. La politique implique bien sûr cette notion de pouvoir, elle implique bien sûr cette notion de conflit, mais elle ne se réduit pas aux deux notions. Donc, quelle est la véritable définition de la politique? Comment on fait pour bien comprendre ce qu'est la politique? Eh bien, voilà ce que propose Carl Schmitt dans son ouvrage « Le concept de politique ». La voici. Beaucoup de concepts, de pensée, reposent sur des oppositions. Nous avons par exemple le mot esthétique. Le mot esthétique, en réalité, c'est ni plus ni moins que le fait de discriminer entre le laid et le beau. C'est le fait de savoir ce qui est moche et ce qui est esthétiquement appréciable, ce qui relève de la beauté. L'économie, par exemple, c'est la science de la gestion des ressources et c'est le fait de définir ce qui est rentable ou non. La morale, c'est le fait de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La théologie, c'est comprendre les raisons pour lesquelles Dieu dit que certains sont justes et d'autres sont pécheurs. C'est donc comprendre qui sont les pécheurs et qui sont les bons croyants. Eh bien la politique, surprise, fonctionne sur le même principe. La politique consiste en la séparation entre l'ami et l'ennemi. Le sens profond de la politique, c'est de dresser une barrière entre ceux qui font partie de notre groupe et ceux qui ne font pas partie de notre groupe. Le groupe ami et le groupe ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ami-ennemi? Alors, il ne faut pas entendre le mot ami dans un sens privé. C'est pas mon ami comme quelqu'un qui serait proche de moi, mon copain. Pas forcément. On peut avoir des groupes où il y a des individus qui ne sont pas proches les uns des autres, mais qui vont quand même être ensemble au moment où il va y avoir un conflit politique. Si je prends l'exemple de la France, dans la France, il y a beaucoup de gens français, sans doute que vous n'aimez pas, mais le jour où il faudra entrer en guerre, eh bien, en général, vous vous mettrez à côté de cette personne, à côté de cet individu-là. Vous ferez la guerre avec lui. Bien sûr, une fois que la guerre sera terminée, vous ne mettrez peut-être pas avec lui, ou peut-être que vous vous mettrez avec lui. Ça vous a peut-être fait changer votre avis. Mais ce qui compte, c'est que au moment guerrier, au moment de défendre votre position, au moment de défendre votre groupe, vous serez avec cette personne-là. Donc, la distinction ami ressort à la sphère publique. Donc, l'ennemi, de la même façon, est toujours un ennemi public, et ce n'est pas un ennemi personnel. Hein, si vous entrez en conflit contre les Allemands, vous n'avez rien a priori contre les Allemands. Ce n'est pas parce qu'ils sont allemands que vous ne l'aimez pas. D'ailleurs, vous avez peut-être plein d'amis en Allemagne. Par contre, au moment où vous ferez la guerre, vous serez amené à être contre ces individus simplement parce qu'ils sont allemands. L'individu fait donc partie d'un groupe qui se définit par certaines valeurs existentielles. On a des valeurs communes, la France par exemple, le fait d'être français, le fait d'aimer la France, eh bien ces valeurs existentielles, eh bien je vais les défendre au nom de valeurs qui vont contre mes valeurs. Par exemple, si je prends une Allemagne, encore une fois, qui voudrait détruire le territoire français, eh bien
pour sauver mon territoire, avec des valeurs que j'aime, eh bien, je vais devoir me mettre en guerre contre eux, pour défendre mes valeurs. C'est donc ça le groupe ami, et c'est ça le groupe ennemi. Et c'est ça le sens même de la politique. Le sens même de la politique, c'est construire ce groupe ami, construire ce groupe ennemi, et pouvoir se défendre contre l'un, et pouvoir augmenter l'autre, le faire prospérer. Et la guerre, en ce sens-là, ce n'est rien d'autre que le moment d'affrontement entre deux entités collectives qui sont prêtes à aller jusqu'au bout pour défendre leurs identités collectives. Le critère du politique, c'est donc la relation ami-ennemi. C'est donc la création d'un nous opposé à un eux. Il ne peut pas y avoir de groupe politisé, de politique, sans un ennemi. C'est la conséquence logique de cette barrière ami-ennemi. Alors le groupe, alors l'ennemi ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être l'étranger, ça peut être l'anglais, ça peut être le marchand, ça peut être le barbare, c'est en fait tout ce qui est jugé menacer l'intégrité du groupe, la survie du groupe. Donc l'ennemi peut être extérieur, mais il peut être aussi intérieur. Les espions, les étrangers qui sont dans le pays, les marchands qui sont à l'intérieur du pays, les barbares qui sont à l'intérieur du pays. Mais bien sûr, un ennemi n'est jamais intégré au groupe. Ce n'est pas parce qu'il se situe dans l'espace géographique du groupe qu'il est intégré au groupe. Or, à partir du moment où il est intégré, c'est terminé, il fait partie du groupe. Un individu qui, par exemple, était de naissance allemande et qui est devenu français par la suite et veut se battre aux côtés de la France, eh bien dans la guerre, eh bien il fera partie du groupe ami, même si au départ, il était dans le groupe ennemi. Donc concrètement, la politique, c'est l'alliance d'individus dans un groupe contre un groupe ennemi. Alors, il y a une grande objection qu'on va faire à Carl Schmitt, et c'est l'objection dont Carl Schmitt va faire son ennemi principal. Que faire des individus qui se pensent, qui se revendiquent comme n'ayant pas d'ennemis? Que faire contre une idéologie qui penserait qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'ennemis? Nous sommes tous des humains et nous essayons tous de vivre, de survivre, et il faudrait mieux peut-être coexister ensemble contre les maladies, contre le réchauffement climatique, contre des problèmes géologiques. Et bien sûr, cette idéologie, ça s'appelle le libéralisme. Le libéralisme, c'est l'idéologie sans ennemi. Et le libéral, c'est vraiment la figure d'un individu qui prétend ne pas avoir d'ennemis. Et le libéralisme, c'est la défense des intérêts individuels. Parmi ceux-ci. Le libéralisme, c'est la défense des intérêts individuels. Parmi ceux-ci, la sécurité, le désir de vivre protégé. En fait, ce sont tous les droits fondamentaux, la liberté de la presse, etc. Le libéralisme, c'est la défense des intérêts individuels. Parmi les intérêts individuels, il y en a beaucoup. La propriété, la sécurité ou encore la liberté sont des droits fondamentaux que le libéralisme veut en priorité accorder. Et le libéralisme, en fait, c'est une idéologie qui met en place des outils pour garantir tous ces droits fondamentaux. Ainsi, par exemple, dans un monde entièrement libéral, tout le monde serait en sécurité. Il n'y aurait pas de combat à mener entre les humains, contre les humains, même si on a des convictions différentes. Tous les humains peuvent vivre ensemble, s'entraider, et si jamais ils ne s'entraident pas, au moins, ils ne chercheront pas à nous nuire, parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Le libéralisme répond à des aspirations profondes de l'homme, désir de sécurité, désir de liberté, et fait en sorte que tout le monde puisse coexister dans ce même espace. Et le libéralisme aurait peut-être la tendance à devenir un humanisme, un mouvement qui voudrait ne plus être politisé, au sens où ce serait un mouvement qui ne voudrait plus avoir d'ennemis ni d'ennemis. On pourrait vivre dans un grand espace qui serait finalement une sorte de démocratie mondiale, où tout le monde aurait pour objectif de défendre ces mêmes valeurs, parce que ce sont des valeurs qui nous permettent de vivre en sécurité, qui nous permettent de vivre librement, et qui donc peuvent faire en sorte que les humains coexistent entre eux. Or, en tant que tel, il n'y a pas de politique libérale. En ce sens, le libéralisme prétend ne pas être une politique. Et il prétend même être au-dessus de la politique. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de pensées qui sont très politiques, les religions. Les religions, c'est une pensée qui sont très politiques. La religion, ça désigne l'ensemble des croyances qui manifestent un intérêt pour tout ce qui est invisible, tout ce qui est de l'ordre du divin, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel. De manière très simple. Tout ce qui est de l'ordre du surnaturel. Or, toute pensée religieuse, tout dogme, est un groupe qui est très politique.
Par exemple, longtemps la France a été une nation chrétienne, et elle était capable d'entrer en guerre contre les musulmans pour défendre la nation, comme à Poitiers. Elle était capable de défendre les intérêts de la nation contre les protestants lors des guerres de religion, ou encore d'aller se battre pour développer la foi au Proche-Orient lors des guerres de croisade. Donc la religion va se battre non seulement contre les autres religions, mais aussi contre les idéologies qui la remettent en cause. Par exemple, la religion, au sens strict, elle ne peut pas concevoir de liberté de culte. On ne peut pas être libre de son culte lorsqu'on suit une religion. On doit croire au dogme ou on ne croit pas au dogme. La religion est dans un combat contre l'athéisme. Elle est dans un combat contre les autres religions. Et ce combat, c'est soit la battre, dans le pire des cas, soit tuer l'ennemi, ou, dans le meilleur des cas, le considérer comme quelqu'un de perdu, le considérer comme n'étant pas digne du salut divin. Mais le libéralisme, lui, prétend toujours ne pas avoir d'ennemi politique. Si je prends le cas de l'Église, l'Église n'est pas un ennemi politique pour le libéralisme. Parce que le libéral, il décide en réalité de toujours signer un pacte d'association. Il crée un pacte d'association avec toutes les idéologies, potentiellement. Tu peux te répondre, tu peux exister, pas de problème, à condition que tu respectes mon principe de tolérance, à condition que tu ne crées pas de nouveaux ennemis politiques, à condition que tu ne crées pas de guerre simplement selon ton prisme, à condition que tu ne crées pas de guerre simplement à cause de ta croyance, alors je peux te tolérer. Et c'est pareil pour toute idéologie politique. Le libéralisme coupe dans son élan toute idéologie politique. Si je prends le cas du nationalisme, c'est la même chose. Se battre pour sa nation contre les autres nations. Eh bien, on ne peut pas demander à un individu libéral de se battre pour sa patrie, car l'individu ne peut pas idéologiquement se battre. Se battre est une contradiction pour le libéralisme, parce qu'il n'a pas d'ennemis. Mais il va tolérer le principe de nation, il va l'accepter, tant que ce principe ne brise pas, ou ne brise pas ce pacte de tolérance, tant que ce principe ne brise pas la paix, tant que ce principe ne crée pas une guerre. Le libéralisme ne serait donc pas un concept politique, encore moins une réalité politique, mais simplement une attitude intellectuelle neutre qui mettrait en avant le droit des individus, mais pour le meilleur, pour le succès de l'humanité. Cependant, même si elle se prétend être une idéologie absolument neutre, une idéologie qui n'aurait pas d'ennemis, une idéologie qui serait apolitique, le libéralisme est une idéologie absolument politique, une idéologie comme une autre. Elle crée tout autant que les autres idéologies, tout autant que le nationalisme ou tout autant que la religion, la distinction entre l'ami et l'ennemi. Comme toute communauté politique, elle a le pouvoir de lier les hommes autour de valeurs similaires. Les valeurs similaires du libéralisme sont le respect, la tolérance, la liberté, la sécurité. Et qui sont les ennemis des libéraux? Les anti-humanistes, les réactionnaires, les conservateurs, les socialistes, les communistes, les royalistes. La liste est longue. Tous ceux qui défendent des valeurs morales et spirituelles, qui ne mettent pas en avant les droits des individus. Pour le libéralisme, aucune valeur ne doit primer, toutes les valeurs doivent pouvoir coexister, mais ce n'est qu'à condition qu'elles coexistent qu'elles peuvent exister. Autrement, elles doivent être bannies, elles doivent être attaquées, elles doivent être détruites. En ce sens, le libéralisme est une idéologie particulièrement perverse. On sait que pour quelqu'un qui serait religieux, son ennemi, c'est l'athéiste. On sait que pour un Français, son ennemi, ça peut être un Allemand. Ça peut être quelqu'un qui serait d'une autre nationalité. Pour un libéral, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que le libéral, a priori, accepte tout. Or, comme on l'a vu, le libéral n'accepte pas tout. Il trace bien la barrière entre l'ami et l'ennemi, mais fait comme si, pour lui, cette barrière n'existe pas. Toutes les valeurs peuvent coexister, mais tant qu'elles ne remettent pas en cause le principe même qui fait qu'elles peuvent coexister. Et le principe même qui fait qu'elles peuvent coexister, c'est l'accord autour des valeurs libérales. Pour un libéralisme, le principe de tolérance au libéralisme est toujours au-dessus des autres principes. On ne peut jamais imposer, on peut seulement discuter. Mais on peut discuter tant que la discussion est possible. Dès qu'un ennemi réel va remettre en cause ce principe de tolérance, alors le libéral qui prétendait refuser la guerre politique se retrouve à faire la guerre qu'il ne prétend pas aimer. Alors le libéral qui prétendait refuser la guerre
se retrouvent sur le champ de bataille qu'il prétend ne pas aimer. Les libéraux constituent alors des institutions, des groupes politiques qui s'arrogent le droit d'intervenir. L'humanisme est un parfait outil idéologique, car sous couvert de faire la justice, la seule et vraie justice, défendre la paix, les droits de l'homme, le libéralisme est un parfait outil idéologique. Sous couvert de faire la justice, la seule et la vraie justice, défendre la paix, défendre les droits de l'homme, il sert un principe politique d'expansion et de domination. Cela va de la guerre coloniale à la création de la SDN au droit d'ingérence de l'ONU. De nombreuses actions concrètes montrent les interventions économiques faites en Amérique latine, la suspension des droits de l'homme pour les ennemis détenus à Guantanamo. À chaque étape, il s'agit de conquérir un ennemi tout en prétendant faire œuvre de bien et maintenir une civilisation pour l'humanité tant que cette civilisation est libérale. Les libéraux prétendent agir en défendant l'humanité avec un grand H, alors qu'en réalité, ils ne font que défendre un espace de tolérance absolue. Les libéraux, vous l'aurez bien compris, pensent faire œuvre de justice, alors qu'ils ne font que dérouler un plan politique afin de neutraliser leurs ennemis. Et c'est bien neutraliser l'ennemi qui est le motif, le credo du libéralisme, parce qu'on veut faire en sorte que l'ennemi, non pas soit abattu, mais puisse exister tant qu'il reste sous le chef du libéralisme. Ainsi, le libéralisme est bien une idéologie de combat, mais au lieu de s'affronter sur le champ politique dans la guerre, même si le libéralisme en est capable, il repousse le combat hors du champ de la politique et on va s'affronter sur d'autres terrains. On va s'affronter sur le terrain de la morale, sur le terrain du marché, sur le terrain du débat. L'idée libérale, c'est d'étendre le marché le plus possible pour faire en sorte que nous ne sommes plus en train de faire la guerre pour qu'il n'y ait plus d'ennemis, mais simplement des concurrents, des individus contre lesquels on peut réaliser des démarches économiques. Des individus contre lesquels on peut se battre, mais d'une autre manière, d'une manière pacifique. Et d'un autre, quant aux problèmes politiques, on va les résoudre non pas par la guerre, mais on va les résoudre par la discussion, par le débat. C'est ce qui se passe dans les parlements, c'est ce qui se passe dans les assemblées. Mais alors, comment cela est-il possible? Comment est-ce que le libéralisme réalise à imposer sa domination idéologique et politique? Comment est-ce qu'il arrive à faire croire que son combat est le bon, son combat est le juste, son combat est meilleur que les autres combats? Comment est-ce qu'il nous fait accepter plus de marché, plus de démocratie, plus de discussion? Le libéralisme s'appuie sur des conditions matérielles et les conditions matérielles du libéralisme, c'est un arsenal technologique étoffé. Grâce à sa puissance technologique, les libéraux se servent de leurs outils, se servent de leur matériel afin d'asseoir leur domination. Les États-Unis, par exemple, possèdent un arsenal militaire des plus développés dans le monde. Non seulement le libéralisme se sert de son arsenal technologique, de sa puissance militaire, mais également il se sert de sa puissance culturelle. L'Occident se sert de son appareil conceptuel, de sa philosophie, pour justifier telle ou telle attaque contre l'ennemi. On va d'abord se battre sur le terrain des idées, en invoquant des penseurs, en essayant des théories qui vont être propagées, théories qui vont être propagées par une langue qui est dominante, l'anglais, langue qui sert les besoins du libéralisme, et soyons même plus précis, ce n'est pas l'anglais qui est utilisé, c'est le globish comme comme outil de simplification conceptuelle qui met en avant les notions de liberté, qui met en avant les notions de marché. L'arsenal linguistique est un autre outil culturel de l'Occident, formalise sous la langue anglaise, et de manière plus précise que l'anglais, c'est le globish, qui est enseigné partout et qui sert de médium dans la propagation de l'idéologie libérale. Enfin, lorsque l'Occident, le libéralisme et ses valeurs sont attaqués sur le terrain de la guerre par les autres, par ses ennemis, les anti-humanistes, etc., eh bien, à ce moment-là, l'Occident est prêt à répondre, il est prêt à engager la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il va invoquer le concept de guerre juste.
La guerre est toujours juste pour celui qui l'a fait. C'est pourquoi le concept de guerre juste n'est pas adéquat. Il n'est adéquat que dans un principe libéral. Dans un principe libéral où on a défini les valeurs qui seraient transcendantes et les valeurs qui devraient ne pas être transcendantes. Or, chaque groupe a ses valeurs. C'est pourquoi il y aura toujours des guerres. Au total, les humanistes se prétendent du côté du bien, du côté de la paix, du côté de la tolérance, alors qu'en réalité, ils ne font que défendre leur amour, leur passion pour la liberté, leur passion pour le marché et la concurrence. Le libéralisme crée des conditions de guerre et le champ de guerre du libéralisme, c'est le marché. Désormais, l'économie est devenue politique. Elle est devenue l'espace de guerre entre les nations. Embargo, crédit, destruction de la valeur monétaire sont autant de pratiques guerrières de l'économie marchande libérale. Tout un nouveau lexique qui apparaît pacifique mais qui est belliqueux renvoie à la guerre qui se gère maintenant à l'intérieur des marchés. Sanctions économiques, protection des traités, police internationale, mesures de maintien de la paix.